Professeur Didier Raoult, bonjour et merci de nous accueillir chez vous à l'IHU, dans ce centre que vous avez conçu, construit. Vous êtes un bâtisseur. Est-ce que vous pourriez nous dire, tout d'abord, qu'est-ce que c'était cet IHU pour vous? Quelle était votre vision pour cet IHU et est-ce que vous avez atteint cette vision? Si vous voulez, les choses sont pas faites comme ça, parce que les choses que l'on crée et celles qui existent avant que vous arriviez sont d'une nature très différente. En réalité, donc moi j'ai commencé il y a bien longtemps à créer mon unité de recherche, j'étais tout seul, j'étais interne, j'ai créé mon unité de recherche, et puis petit à petit cette unité de recherche a grossi, et puis pour des raisons, des circonstances qui étaient relativement indépendantes de ce que je voulais moi vraiment faire, j'ai été responsable très tôt de la recherche médicale à Marseille. On parle de 89, qui est le moment depuis lequel j'ai été chef de service ici, donc c'est dans l'assistance publique. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressé parce que on avait besoin de créer un nouveau diplôme qui était l'habilitation à diriger la recherche pour tous les médecins. Je me suis intéressé à la manière d'avoir une évaluation relativement objective de la qualité des épreuves de titre. Donc j'ai beaucoup travaillé sur la bibliométrie, donc j'ai fait venir 2 fois l'homme qui était un type génial, qui s'appelait Garfield, qui est venu 2 fois en France, 2 fois à mon invitation, une fois à cette occasion, et une autre fois quand j'étais président de l'université. Et déjà à cette occasion, il avait fait, pour me faire plaisir, parce qu'il venait, je lui ai demandé un truc sur la bibliométrie, une évaluation de la France par thématique. Et il a fait cette présentation en disant, vous savez, la France est très mauvaise sur le plan de la recherche clinique médicale. Donc on se met en 89, ce qui était vrai, parce que le problème de l'INSERM, on commençait en réalité en 80, où Lazare a voulu chasser tous les médecins et a voulu sortir des hôpitaux. Donc on était déjà dans cette situation-là. Moi, j'avais fait circuler ce document qu'il m'avait donné. Ce document, parmi les gens qui l'ont eu, il y a eu Patrice Debré, qui est à Paris, qui l'a montré au conseiller de Kouchner, et quand Kouchner a vu ça, il a décidé de faire le PHRC. C'était 92, ça. Donc le PHRC est né de ça, de la visualisation du fait que la France avait un retard dans la recherche médicale. À cette même époque, j'ai créé, en parallèle avec Claude Griselli, qui faisait ça à Paris, j'ai créé le département de recherche clinique de l'assistance publique de Marseille. Donc on s'en met en 90, donc c'est pas hier. Avec une structure qui était à cheval sur la faculté, la commission d'établissement, et qui permettait de cette fois-là, financer sur ses propres finances l'assistance publique. Le directeur de l'assistance publique avait débloqué un financement pour faire ça, pour relancer chez les jeunes. Et ensuite, quand Claude Griselli, en 93, quand la droite a repris le pouvoir, Philippe Douste-Blazy a demandé à Claude Griselli de lui donner les indications d'un groupe dont je faisais partie pour créer les départements de recherche clinique qui ont ensuite reçu d'abord géré les financements du programme hospitalier de recherche clinique, mais qui avait été mis en place d'abord par Kouchner, et ensuite Douste-Blazy a mis en place avec Claude Griselli le financement différencié des hôpitaux basé sur les publications, qui était un système qui marchait très bien. Donc ça remonte à très loin. Il se trouve qu'après, encore une fois, pour des raisons circonstancielles, on m'a demandé de me présenter pour être président de l'université. Donc je suis devenu président de l'université à 42 ans, j'étais le plus jeune à l'époque. Là, ça c'était en 94. Et donc, j'ai appris comment marchaient, comment fonctionnaient les choses au niveau de ce pays. Très bien. En plus, j'avais une unité CNRS qui avait été créée en 90 ou 91. Et donc, je voyais très bien comment les choses fonctionnaient dans ce pays. Donc, ça m'a donné une expérience, et en particulier celle de manager. J'avais été maître d'œuvre de plusieurs maître d'ouvrage de plusieurs bâtiments qui avaient été construits pendant que j'étais président de l'université. Donc je savais comment on faisait, je savais comment ne pas me faire rouler dans la farine par les gens qui construisent. Je savais, il y avait un niveau de corruption qui était absolument considérable. Je sais pas s'il existe toujours, mais en tout cas moi je me suis méfié terriblement de ce niveau de corruption dans ce milieu-là. Parce que c'est des sommes qui sont considérables. Donc si vous détournez 1% de la somme d'un bâtiment, personne ne s'en rend compte, et donc c'est des sommes absolument colossales. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut être très attentif, sur lequel j'étais très attentif. À la suite de la fin de mon mandat, le responsable de la recherche, quand Claudie Aigneret était ministre, qui s'appelle
Bernard Bigot, m'avait demandé si je voulais faire une réflexion sur les maladies infectieuses. En même temps, Jean-François Mattei était ministre de la Santé, m'a demandé en même temps de faire une réflexion sur le bioterrorisme, et donc j'ai fait un dossier là-dessus en expliquant tout ce que je pense maintenant, voilà, qui est online, hein, tout le monde peut le regarder. Et la conclusion, après avoir réfléchi à ça, c'est que la France n'était pas prête, qu'elle était toujours au bord de la crise de nerfs à chaque fois qu'il y avait une crise, et que donc il fallait s'armer pour pouvoir faire face à des situations de cette nature-là et créer des infectiopôles, c'est-à-dire des endroits dans lesquels il y aurait à la fois la recherche, le soin, la veille épidémiologique. Je disais, il faut en faire 7 en France. J'avais pensé qu'il fallait en faire un à Pasteur et Necker, parce que les infectiologues de Necker sont très bons, de microbiologie j'étais très bon, mais de manière à revenir sur y compris à Paris, sur l'ancien modèle de Pasteur. Pasteur, il y avait un hôpital, il y avait un centre de vaccination, il y avait un centre de diagnostic colossal, puis tout ça s'est étiolé pour finir par faire que de la recherche fondamentale, ou à peu près que ça. Donc cette nature-là, moi, qui m'a beaucoup inspiré, hein, j'ai dit, écoutez, voilà, moi je pense qu'il faut faire ça, et puis les ministres passent, j'avais prévenu d'ailleurs dans mon rapport, Jean-François Mattei, que dans ce pays on comptait pas les morts, et que s'il y avait une catastrophe, on le verrait pas. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé quelques mois après. Bien que je me sois beaucoup disputé avec son cabinet à l'époque, qui voulait me faire enlever des remarques que j'ai fait. Mais j'avais pas fait un rapport non plus comme on fait normalement à l'État avec un jeune énarque et puis 10 personnes. J'ai fait un rapport moi, après avoir interviewé tous les gens qui comptaient, et après être allé dans toutes les villes dans lesquelles il y avait de la recherche en maladies infectieuses. Donc ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et je reconnais que l'usage qui en a été fait m'a laissé un peu désabusé, à peine, hein, parce que je connais ce pays. Je suis revenu, et puis les circonstances, mes collaborateurs surtout, m'ont poussé en disant, Didier, tu peux pas écrire ça et pas le faire, faut que tu le fasses, faut que tu le fasses, faut que tu le fasses pour nous, faut que tu le fasses. Et puis à la fin, je dis, très bien, je vais le faire. Et puis il s'est passé toutes sortes d'étapes, les contrats de plan État-région, et puis les réseaux thématiques de recherche et de soins qui avaient été lancés par Claude Grisselli, puis ensuite les IHU qui ont été lancés après la réflexion par Attali et portée par Jacques Marescot, qui est un type terrible. Alors on savait bien qu'il fallait créer des instituts relativement autonomes pour pouvoir faire de la recherche médicale, et on savait bien que dedans, à la fin, il y aurait la Pitié avec la neurologie, il y aurait Necker avec Imagine, il y aurait Marescot avec la chirurgie, et il y aurait moi avec les maladies infectieuses, parce que tout le monde savait que c'était là que ça se faisait. Il fallait des centres autonomes mais intégrés. Autonomes qui intégraient tout. Voilà. Et donc comme c'était le ministère de la Santé n'était pas très d'accord pour qu'il y ait des choses qui soient autonomes alors qu'ils ont l'habitude de gérer les choses par eux-mêmes. Et on le voit d'ailleurs, c'est un des problèmes qu'on a avec la recherche, c'est que tout l'argent qui est envoyé dans la recherche dans les hôpitaux, en réalité, est fongible. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser à tout ce qu'on veut. Le conseil d'administration fait ce qu'on veut, même si ça a été voté sur des critères, mais en réalité, on n'en voit pas la couleur dans les unités de recherche, ni la recherche, hein. Donc, décider d'une autonomie, ça veut dire qu'on enlève le pouvoir du conseil d'administration et qu'il peut plus recruter un peu tous les gens qu'il veut en faisant ce qu'il veut, et qu'il est obligé d'utiliser l'argent pour faire ça. Et je pense que c'est un vrai problème, c'est qu'effectivement, les conseils d'administration, localement, ont une autonomie qui est trop importante pour pouvoir faire des grandes réalisations. Et si vous demandez, nous, on a fini très bien, dans l'IHU, on avait 73 millions d'euros. C'est le plus gros, je suis très content, c'est le plus gros budget qu'on ait jamais donné à un projet de recherche en France. On peut pas imaginer que l'assistance publique aurait décidé de mettre 73 millions d'euros sur un projet, parce que les collègues auraient dit mais non, il vaut mieux donner 73 fois 1 million. L'assistance publique aurait dit non, mais ça c'est pas ma priorité, c'est tel service, il vaut mieux faire de la chirurgie cardiaque que faire ça. Voilà, donc c'est un projet qui devait être d'ampleur nationale, qui devait être évalué par un jury international, parce que sinon on rendrait dans des conflits, des jalousies, les gens de Pasteur n'auraient pas voulu qu'on fasse une chose comme ça. Enfin, il faut regarder les choses, moi je les connais par cœur, les choses. Est-ce que l'autonomie entraîne une certaine forme de jalousie avec le CNRS, l'INSERM et les... Oui, d'abord ça veut dire que vous avez un budget sur lequel vous êtes autonome. Et donc c'est bien, tous les conflits qu'on a eu après sont liés au fait de cette autonomie. Donc ça veut dire que eh bien, moi, je voulais la maîtrise d'ouvrage parce que on a sorti le prix de ce bâtiment à 2000 € le mètre carré. Je sais pas si vous savez à combien ça sort les hôpitaux dans ce pays, en particulier ici. Je vous assure que ça n'a rien à voir. Mais moi, si je l'avais pas fait moi, j'aurais jamais pu faire un bâtiment de cette taille-là. Il fait 27 000 mètres carrés. Donc, j'aurais jamais pu faire quelque chose de cette taille-là. Donc, il a fallu
eh bien, se battent parce que l'autonomie va aussi avec le fait qu'on a un statut de privé et que donc on peut pas avoir des budgets déficitaires comme l'ont tous les instituts publics. On peut pas transgresser la loi parce que après régulièrement on vient m'expliquer comment ça marche la loi, mais vous savez quand moi je suis devenu président d'université, le CNRS avait 1 milliard de trous de trésorerie. 1 milliard. D'accord, le malheureux qui était nommé, qui s'appelait Aubert, il a passé les 3 ans de sa nomination à trouver qu'on lui rende l'argent parce que il y avait une différence entre les autorisations de programme et les crédits. Et donc, cette différence entre les autorisations de programme, c'est-à-dire on vous donne l'autorisation de dépenser et les crédits, elle finit par atteindre 1 milliard. Je sais pas si vous voyez, 1 milliard de francs. Hein. Enfin, c'était beaucoup, 1 milliard de francs de l'époque, en 95, c'est beaucoup d'argent. Et avec, on va dire quelque part, avec l'autonomie, donc vous avez un budget de dépenses, mais vous avez aussi une forme d'obligation de résultat. Donc en fait, vous devez attirer des talents, vous devez... Oui, et puis de toute manière, bien sûr, les gens qui vont venir regarder ne font strictement aucun cadeau. En plus, nous, on est évalués tous les ans, on remplit les trucs, nous, on a une progression scientifique qui est incontestable. Après, il arrive très souvent, mais ça m'arrive depuis que je suis très jeune, hein. Il arrive très souvent qu'on dise, écoutez, vous avez des résultats exceptionnels, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Avec ce qui est bizarre, parce que les types qui sont en face de vous, ils savent pas faire du tout, hein. C'est des opinions, des narcs, je sais pas quoi. Ça va m'arriver encore, hein. Régulièrement, on me dit, écoutez, voilà, la gouvernance. Alors quand on sait pas quoi dire, on dit, on n'est pas d'accord avec la gouvernance. Mais, de gouvernance, nous, on est démocrates, on vote, on a les PV, on fait tout dans le cadre légal. Et donc, ça leur plaît pas, c'est pareil. Je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, est-ce qu'on est dans le cadre légal? Et est-ce que les résultats sont bons? On devrait se poser que ça comme question. Mais ça, c'est devenu une question accessoire. Mais moi, je ferai pas comme ça, et vous devriez faire ça aussi. On sait pas d'où ça sort. C'est des recommandations. Et quand vous demandez une inspection, de manière, il faut bien que les gens racontent quelque chose à la fin. Ils peuvent pas dire, écoutez, c'est très bien, hein, il y a rien à dire. Ça n'existe pas. Donc vous avez des deniers publics, vous avez, on va dire, essayé de minimiser les coûts de construction de l'IHU, vous avez essayé d'optimiser ces ressources un peu comme dirigeant d'entreprise. Comment avez-vous attiré tous les talents, puisque vous vous targuez d'avoir des résultats et d'avoir les meilleurs infectiologues et les meilleurs chercheurs? Je crois aujourd'hui que vous en avez d'ailleurs justement parlé dans un tweet. Vous avez 10% des plus cités qui sont à l'IHU. C'est pour vous une consécration, cet élément-là? Oh, bien sûr, c'est pas un travail qu'on fait tout seul. Après, si vous voulez, il n'y a pas de recette pour... Il n'y a pas de recette. Nous, on n'a pas les moyens, même si on voulait, on n'a pas les moyens de payer les gens plus. Ils sont pas plus payés. Moi, j'étais pas plus payé. J'ai eu une carrière un peu plus rapide. J'ai eu le grade le plus haut, un peu plus jeune que les autres, parce que j'avais accumulé des choses sur un CV qui faisait ça. Mais enfin, ça fait pas une différence. Je n'étais pas payé de manière significativement plus importante que les gens de ma génération, hein. Et mes collègues non plus. Parfois même, ils sont pénalisés quand ils sont très bons. Alors, quand même, la qualité actuellement en France n'est pas valorisée. On vous remercie pas. Il y a un moment, au moins, on vous donnait des médailles. Maintenant, les seuls qui n'ont pas eu les médailles du Covid, c'est les gens qui travaillent ici. Enfin, c'est un truc, c'est quand même extravagant. Donc, il y a une détestation de la qualité de la réussite. Pourtant, les 5 premiers Français qui est publié sur le Covid dans les publications internationales, ils sont tous ici aussi. Donc c'est nous qui avons le plus travaillé. Je n'ai pas travaillé sur les plateaux de télé, mais on a travaillé. Donc comment ça se fait? Eh bien, il y a 2 choses que moi j'observe. 1, moi je n'ai choisi personne. Voilà. C'est juste l'attraction qui fait ça. Il y a des gens qui ont envie de travailler avec vous. Et moi je crois beaucoup, je m'excuse si c'est pas très modeste, moi je crois beaucoup, et je pense que si ce pays va si mal, c'est parce qu'il a oublié ça. Vous savez, c'est mon travail fondamental, moi, c'est de travailler sur l'évolution, hein. Et je crois beaucoup, moi, que l'évolution, elle fonctionne. C'est vraiment ce que j'ai observé aussi bien en biologie que chez les humains. Elle fonctionne par imitation des bons. Il faut des modèles et on imite et on a envie d'être comme les bons. Moi, j'ai fonctionné comme ça. Je voulais pas du tout être professeur de médecine. Puis un professeur de médecine qui m'a impressionné. J'ai pas fait la même spécialité, mais ce qu'il faisait, je voulais être comme lui. Ouais. Et donc, si vous avez, c'est ce que les gens appellent le charisme en réalité. Si vous donnez l'envie aux gens de vous ressembler, alors ils viennent travailler avec vous et ils travaillent comme vous. D'accord? Et donc ça crée un nid, ce que j'appelle un nid, et je crois beaucoup au nid de recherche. C'est-à-dire, je crois pas du tout à la recherche en réseau. Je crois que ça marche jamais. Je pense que c'est un truc qui permet aux gens de se balader. Je n'y crois pas.
Voilà. Donc si on n'a pas les moyens des universités américaines ou chinoises de payer très cher les chercheurs, il reste, on va dire, l'attractivité intellectuelle, le role modeling, Exactement. C'est-à-dire que la méritocratie, la vraie méritocratie. Oui, les gens, mais vous savez, regardez, enfin, encore une fois, je voudrais pas que ce soit pris, je m'en fous un peu, hein, que les gens ne croient pas que je sois modeste, ça m'est égal, mais si vous regardez les armées de Napoléon, comment c'est possible qu'il y ait autant de généraux géniaux autour de lui? Parce qu'il les a tirés. Je sais pas s'il est payé plus peut-être, mais enfin, quand ils passaient leur temps à faire la guerre, ils n'avaient pas tellement de temps pour faire ça. Donc, il y a une capacité d'attraction. Vous voyez bien que De Gaulle, on parlait de De Gaulle tout à l'heure, vous voyez De Gaulle pouvait attirer un Malraux. Vous voyez, après, tout le monde n'est pas capable d'attirer un Malraux pour faire le ministre de la culture, quand même. Vous voyez, donc la capacité d'attraction, ça fait énormément. C'est ça qui fait que ça marche, c'est tout, hein. Mais aujourd'hui, en fait, on regarde, vous êtes quand même très critiqué dans les médias, vous avez été très attaqué, donc cette capacité d'attraction, est-ce qu'elle a été affectée? Est-ce que les gens qui sont ici, ils regardent et sont affectés par ce qu'on dit dans les médias? Et une autre partie de la question, c'est est-ce que cet élément-là a pu affecter les soins que vous donnez à vos patients, ou qui ont pu être donnés? Écoutez, franchement, je sais pas, je pense que la situation dedans, j'arrive pas à noter ce qui est responsable de quoi. Mais globalement, c'est vrai que on a plutôt noté depuis le début. Ça, c'est un très bon critère parce que bien entendu, c'est pas la première fois qu'on est embêté. On n'a pas cessé d'être embêté depuis qu'on a créé les IHU. Hein. À chaque fois comme critère, quand même, on a dit regardez donc nos taux d'absentéisme à côté de ceux de l'assistance publique, dans le personnel de l'assistance publique, et à côté de ceux de l'université pour le personnel universitaire. Et vous verrez. Donc à chaque fois, on a le taux d'absentéisme le plus bas. Ça a un sens, ça. Les gens, le taux de mutation est très bas, et le taux d'absentéisme est très bas. Il n'est pas nul, ça existe. Donc c'est pas parce qu'on est à Marseille, en fait. Pardon ? C'est pas parce qu'on est à Marseille, on va dire. C'est pas les Bouches-du-Rhône qui attirent les talents avec le bon. Non, c'est que. La bonne météo. C'est que pour que vous, dans la population que vous avez, pour que les gens qui ont du dynamisme, du jus et qui ont envie de faire des choses fassent quelque chose, il faut qu'ils aient l'envie de faire comme quelqu'un, c'est un point très important, et puis qu'ils aient les capacités de s'épanouir, si vous voulez. Donc moi, je sais que je cultive beaucoup l'esprit de contradiction. Moi, j'ai l'esprit de contradiction. J'adore que les gens me contredisent et qu'on ait l'esprit de contradiction. On s'amuse beaucoup ici. On s'amuse beaucoup. C'est la réponse à votre question. On s'en fout un peu de ce que racontent les gens. Ceux qui sont... Moi, j'ai essayé d'expliquer au départ quand on raconte des bêtises qu'il faut pas les écouter, et puis on débranche. On s'en fiche un peu. On rit beaucoup ici. On s'amuse beaucoup. On travaille beaucoup. On a découvert une quantité de choses qui est incroyable. Si les gens s'intéressaient à la recherche, le nombre de choses qui ont été... Enfin, il y a 1/3 des microbes qui sont connus chez l'homme qui ont été découverts dans cette place ici, au monde, depuis le début de la microbiologie. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est. C'est inimaginable. Tous les gens qui sont ici ont tous des bestioles qui sont à leur nom. Ils ont tous trouvé et participé à des découvertes qui sont des découvertes en sciences majeures. Ils ont des épreuves de titres qui sont hallucinantes. Les gens ici font 20% de la science de l'assistance publique. Enfin, il faut voir ce que c'est. Avec les 4 chats qu'on est, vous voyez, on fait 10% des sciences de la vie à nous tout seuls. Les 4 chats. Hein. Donc, ça veut dire quand même ils ont l'honneur de ça. Après que les autres aient d'autres critères ou que en particulier ça nous amuse beaucoup quand ça vient de Paris. Je m'excuse, hein, donc on pense que Paris est encore plus décadent que le reste, donc ça nous amuse plutôt. Donc après, comme on se doute bien que plus les choses iront et plus on avancera, plus on sera ennuyé. Vous savez, moi j'ai de très bons amis qui sont des types qui sont très très hautement cités et qui ont un niveau exceptionnel. Ils veulent même pas, ils interdisent à leur tutelle de communiquer sur leur nom parce qu'ils savent que si on communique sur leur nom, ils vont s'attirer des ennemis. Hein. Donc la France est à un niveau qui a toujours eu cette truc, mais là elle est amplifiée à un niveau qui est décadent, de délation. Alors je dis pas ici aussi, il y a ce qu'on a bien vu, c'est on a eu plusieurs exemples de burn-out, hein, de gens qui en peuvent plus de tension parce que il y a beaucoup de travail, parce que c'est difficile, parce qu'il y a tout à la fois. Mais enfin, globalement, si vous voulez,
peut pas dire qu'il y ait de fuite des cerveaux ici. Hein. Ceux qui fuient, c'est plutôt pas les Donc cerveaux. vous attirez les cerveaux et on a vu dans un tweet aujourd'hui que vous aviez l'IGAS qui allait venir pour comprendre ce qui s'y passait. Donc pour une fois, ils viennent comprendre ce qui se passe de bien ici parce qu'on a eu l'impression que... non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse, c'est comme d'habitude. Il y a une lettre des 2 ministres là qui leur confie une mission pour dire, écoutez, ça va pas... La gouvernance, ça devrait être mieux. Choisir, il faut faire très attention pour choisir, pour que ce soit aussi bien qu'au Sénat, c'est une tiers. Moi, j'ai des doutes sur la qualité du choix de ce qui se passe à l'INSERM ou de ce qui s'est passé à l'instance publique, là, hein, parce qu'on prend des gens, on n'a jamais eu des CV de ce niveau-là, hein, pour dire la vérité. Donc, à l'instance publique, il n'y a pas eu d'appel d'offres international pour avoir une star qui vienne gérer ça. Pourtant, il y avait un dossier qui avait été fait, une évaluation qui avait été faite par McKinsey, extrêmement raisonnable, extrêmement bien faite, d'ailleurs, hein, qui aurait pu être mise en œuvre. C'est très bien. Confier ça, écoutez, on va prendre une star du management pour mettre ça en place et pour voir comment ça marche. Au lieu de ça, c'est un ancien copain du cabinet qui est passé. Donc quand même, la France est un pays, sur le plan de la nomination des humains par l'État, qui est quand même, on se fout beaucoup des autres, mais enfin, moi, je suis sidéré, hein. Donc, on devrait expliquer rien qu'à nous, on est bourré de stars, comment on fait pour trouver quelqu'un qui soit bon. Enfin, les gens qui sont nommés dans ce pays, il faut regarder leur CV, quoi. Hein. C'est à pleurer, quoi. Hein. Donc il y a une forme quelque part de nomination approximative. Vous, le management et la manière dont vous procédez a l'air de la même manière que ce que vous faites dans la recherche. Vous cherchez des chiffres, vous cherchez, puisque vous parlez d'absentéisme au niveau du management, vous regardez les éléments factuels. Et vous pensez que de l'autre côté, il y a quelque chose qui est moins factuel ou qui est approximatif? Oui, encore une fois, je pense que quand on n'a plus d'objectifs que des objectifs personnels ou qui est le fait qu'il y ait eu une espèce de fusion pendant un temps entre politique et journalisme, je m'excuse, hein, mais les journalismes, comme vous savez, dans le périmètre de l'université que j'ai dirigé, il y avait une école de journalisme dont j'ai dû beaucoup m'occuper parce qu'il fallait la restructurer, parce qu'elle était dans un état effroyable, en plus il fallait la déménager. Donc j'ai beaucoup discuté avec les gens qui dirigeaient ça, et au bout d'un moment, effectivement, un certain nombre d'illusions sont tombées, parce que quand je leur disais, mais écoutez, vous voyez bien que vous racontez des bêtises là, alors que vous savez que c'est pas vrai, l'acteur en chef à l'époque du journal local me disait, vous savez, on n'est pas là pour faire de l'instruction en général, on est là pour vendre du papier, donc quand il y a l'OM qui gagne, on en vend 30% de plus, c'est ça qui compte, parce que si notre journal n'est pas rentable, on nous renvoie, on les ferme. Et après, quand je disais, mais enfin, vous n'êtes pas embêtés, une fois vous dites une chose, le lendemain vous dites autre chose, mais attendez, on s'appelle journal, je veux dire vérité du jour. Le lendemain, un autre jour, une autre vérité, c'est la vérité quotidienne, c'est tous les jours, il y a une autre vérité. Et donc, moi, je vois bien que je fais pas la même chose. Moi, ce qui m'intéresse quand j'écris quelque chose, c'est de pouvoir le lire 10 ans après. Alors, ça m'arrivera de moins en moins souvent parce que le temps passe, mais moi, j'ai écrit un que sais-je sur tout ce que je pense des maladies émergentes. À l'époque, que sais-je, j'avais pas voulu mettre le titre maladie émergente parce que personne ne savait ce que ça voulait dire, maladie émergente. Et ça, en 97, je peux le relire, vous pouvez le lire, je vous assure, je dis pas de bêtises, hein. Il y a des choses qu'on savait pas, les choses ont changé, mais les concepts sont les mêmes. Et donc, j'ai pas honte d'avoir écrit ça en 97. Il y a très très peu de journalistes qui sont capables de lire ce qu'ils ont écrit 20 ans avant ou 10 ans avant, en n'ayant pas honte d'avoir écrit des bêtises pareilles. Et donc, le mélange, la fusion qu'on a vue, y compris maritale, si vous voulez, hein, politique et journaliste, amène à s'influencer l'un l'autre, parce que quand on vit ensemble, on s'influence l'un l'autre, et donc quand on vit dans le même, c'est ce que Barr appelait le microcosme, vous vous souvenez, politico-médiatique, il disait ça. Il disait ça il y a bien longtemps, ça, c'était 76, et il n'y a rien à changer. Et donc il existe même, sauf qu'il s'est amplifié, et que donc c'est très difficile parce que effectivement les ministres pensent qu'ils doivent s'exprimer tous les jours et qu'on peut pas dire une chose intelligente tous les jours. Il faut avoir un peu le temps de réfléchir. L'histoire du Lancet Gate, c'est que ça. Si les gens, moi, on m'a demandé ce que j'en pensais au plus haut niveau, je m'a demandé ça le vendredi soir. J'ai écouté gentil. Moi, je travaille pas le samedi dimanche. Maintenant, c'est lui, j'ai passé l'âge. Je te dirai lundi ce que j'en pense. Quand j'ai vu ça le lundi, j'ai dit, écoute, c'est un tissu de bêtises. J'ai tout de suite envoyé une lettre au Lancet qui a été prise d'ailleurs. Ils l'ont jamais publié parce que l'article a été rétracté. Mais déjà, il y avait l'OMS
c'est le ministère qui avait dit, écoutez, la chloroquine est un poison terrible, ce genre, avec les Africains qui regardaient en rigolant, en disant, attendez, vous pouvez pas croire que l'hydroxychloroquine, ça tue 10% des gens qui prennent ça, enfin, vous êtes fous. C'est pas vrai, quoi. C'est juste, personne ne peut prendre un truc pareil. C'était distribué sans ordonnance. Il y avait, en 2019, il y avait 60 millions de comprimés qui ont été distribués et personne n'était mort. Donc c'est une folie. Mais cette hyperréactivité qui est peut-être nécessaire aux politiques, je n'en sais rien du tout, parce que moi je sais pas comment on est élu, hein, donc je veux pas me mettre à la place des politiques, et puis je sais pas d'ailleurs, quand j'ai vu ce qu'était la vie des ministères, honnêtement, ça m'a pas donné envie de faire ça, c'est pas mon métier. Moi je vois des choses à long terme, je suis pas pressé de réagir si c'est pas nécessaire de réagir à la seconde. Si je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Voilà, ça me gêne pas. Les scientifiques passent leur vie à douter de tout. Mais là, on voit bien que par exemple, on n'a plus le droit d'avoir des doutes. Moi, je trouve que les doutes sont salutaires. Mais on n'a plus le droit d'avoir des doutes. On fait même des lois pour interdire d'avoir des doutes, ce qui est une évolution troublante, hein, parce que on ne sait pas où ça va s'arrêter un jour. On peut pas venir à l'IHU sans parler, on va dire, des traitements précoces que vous avez prônés dès le début. Et j'aimerais essayer de faire une balance entre les traitements précoces et la vaccination au travers d'une analyse sur le bénéfice-risque. Donc quelque part, on vous a entendu beaucoup parler des bénéfices de traitements précoces, de l'hydroxychloroquine, de sa combinaison avec l'azithromycine. Vous venez de nous dire que la toxicité de cette molécule-là, c'est impossible quelque part qu'elle se soit révélée comme ça dans cette crise. Quand on vit l'IHU, on a l'impression que vous avez construit ça pour avoir le plus haut niveau de preuve. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, ici, par rapport à tous les autres endroits, et donc vous pouvez pas trouver ailleurs un endroit où il y ait tout. Ici, on a tout. Voilà. On a fait plus de tests que n'importe qui parce qu'on savait les faire. À Paris, personne ne savait les faire. Donc tout le monde pensait que pour faire tous les malades de Paris, on allait tout envoyer à l'Institut Pasteur. Mais c'est pas possible. Enfin, vous êtes allé à l'Institut Pasteur, vous croyez que vous pouvez avoir une machine de guerre pareille? Que vous allez pouvoir faire 3000, 5000 tests tous les jours? Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc vous avez diminué tous les risques pour n'avoir que les bénéfices, on va dire quelque part ici. Non, ce qu'on a ici depuis le début d'ailleurs, ce qui est un vrai problème quand on discute avec des journalistes vraiment, c'est que ou des politiques, c'est qu'ils disent mais vous dites ça et eux disent ça, mais moi je dis rien du tout. Moi je regarde tous les jours. Vous verrez là-bas, il y a un écran, on regarde voilà, combien il y a de gens qui se sont présentés aujourd'hui pour être testés, combien il y a de positifs pour les vacciner. Moi, j'ai l'écran à côté, je passe dedans, je sais pas, toutes les heures, je passe devant les écrans, je regarde ce qui se passe aujourd'hui. J'ai le truc, donc j'ai les séquences, moi, depuis le début, parce qu'on a fait les tests depuis le début, donc on sait très bien combien de gens ont été testés depuis le début, vous voyez. Ça, c'est tous les tests depuis le début, combien de gens ont été testés. Nous, on n'a pas de biais, si vous voulez, on n'a pas de biais lié au nombre de tests. On a toujours fait tous les tests que les gens nous demandaient. On s'est même fait engueuler à ce moment-là, l'autorité administrative locale qui disait mais qu'est-ce que c'est, faites des tests, mais arrêtez de faire des tests, ça sert à rien. Parce qu'au moment où les gens ont fait plus de tests que nous. Donc si vous voulez, nous on a tout sous la main. On sait tout faire. D'accord? Comme on a fait le génome, on était les premiers à faire le génome. Quand on a fait le génome et qu'on a dit, vous savez, c'est un nouveau variant qui apparaît, nous, on avait les malades. Moi, quand j'ai vu que ça revenait en juillet, que ça correspondait pas à un modèle épidémique que je connais, je suis revenu pour regarder les séquences et pour regarder. On a trouvé que c'était un nouveau variant. On l'a dit. Enfin, quand même, les gens savaient même pas qu'il y avait des variants chez les virus ARN, ce qui est quand même un degré d'inculture pour la virologie qui est quand même un peu étonnant. Ce que je vous ai dit, les virus ARN, moi, j'enseigne ça en 3e année. Ça passe son temps à muter. C'est la définition des virus ARN. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que tous les virus émergents sont que des virus ARN. La grippe, le sida, tout ça, c'est que des virus ARN. Le coronavirus, c'est que des virus ARN. Ça n'arrête pas de muter et de changer. Voilà. C'est pour ça que je suis pas du tout convaincu qu'on puisse faire du design de virus ARN parce que c'est trop instable. Ça n'arrête pas de muter, ça n'arrête pas de changer, de s'adapter à son hôte. Et si vous l'adaptez, on avait une grande discussion tout à l'heure dans notre work in progress avec un de mes collègues, avec qui, moi j'adore me disputer en public avec mes collègues. J'adore ça. J'adore qu'on confronte nos cerveaux. Donc je disais, écoute, un truc ça sert à rien parce que si le fait qu'un truc soit suradapté à une culture cellulaire, ça veut pas dire qu'il va affecter un humain ni l'inverse. C'est pas vrai.
Donc on n'a pas, si on savait faire ça, oh là là, c'est fantasme. Ça fait 30 ans qu'on imagine qu'on va trouver la pathogénicité des virus en faisant une culture cellulaire. Ça marche pas du tout. On n'a jamais réussi à le déduire. On n'a jamais réussi à le faire. On ne sait pas le faire. Voilà. Donc parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on constate que quelque chose est hyper virulent et on essaie de trouver qu'est-ce qui se passe dans les cellules. La plupart du temps, on n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi. Et la preuve, là, c'est que les 2 gènes dont je vous dis, c'est qu'ils disparaissent. On leur avait déjà trouvé un rôle spéculatif avec quelques trucs, ça module l'immunité, mais enfin le virus le détruit et est toujours aussi virulent. Hein. Donc c'est pas vrai. Donc, on ne sait pas comment on fait. C'est la variabilité de ça qui fait la force des virus ARN. Nous, les évolutionnistes, on pense que toute la créativité est née des virus ARN, y compris maintenant. D'accord ? Donc, c'est comme ça, c'est la créativité de la nature, elle passe par les virus ARN et par les erreurs de l'ARN. C'est comme ça que ça se fait. Et donc, avec toute cette variabilité, vous pensez toujours que donc le traitement, la bithérapie que vous avez prôné depuis le début est applicable parce que vous avez les niveaux de preuve, parce que vous avez fait toutes les études? Oui, si vous voulez, encore une fois, nous, on voit les choses. Moi, encore une fois, si il y a un talent que je pense avoir, c'est celui de l'observation, hein. Je suis pas, moi, la déduction, je suis truc, la prévision, je n'y crois pas. La physiopathologie, c'est-à-dire savoir pourquoi ça m'intéresse pas, mais je pense que ça rentre pas. Peut-être que je n'y crois pas parce que ça rentre pas dans mes qualités, hein, donc c'est comme ça. Mais l'observation, c'est mon truc. Et l'IHU, c'est juste ça, c'est l'observation. C'est-à-dire, on a fait plus de séquences que les autres, on a fait plus de PCR que les autres, on a eu plus de malades que les autres. Et après, quand les journalistes disent ou les politiques me disent, mais vous dites ça, et eux ils disent ça, je dis, mais attendez, moi je dis pas ça, moi je vous raconte ce que j'ai vu. Alors au début, on regardait simplement le premier travail qu'on a fait, qui a rendu fou les gens, parce que pour des raisons qui m'échappent, dont je soupçonne quelques-unes, c'était juste de dire, écoutez, il y a moins de virus quand on donne ce traitement que quand on le donne pas. Bon, ça, c'est l'étude des 49 patients, là. Voilà, on n'a jamais dit que ça guérissait les gens. On pouvait pas dire que ça guérissait les gens sur 49 patients. C'est dur. On a dit juste qu'il y a moins de virus. Et on avait décidé de prendre comme référent au départ ce que les Chinois avaient publié. C'est les Chinois disaient le portage du virus moyen, c'est 28 jours. Et nous, quand on a vu que c'était fini en 10 jours avec le traitement, on a dit, ben voilà, ça marche mieux. D'ailleurs, c'était très simple. C'est sujet, verbe, complément, quoi. Il n'y a pas de grande spéculation. Et après, vous avez étendu l'étude pour justement après, renforcer. Ensuite, on a étendu l'étude. Et puis maintenant, comme on l'a traité, je sais pas combien, 25 000 ou 26 000 personnes, on se pose pas tellement la question de savoir si ça marche. On a fait les papiers là-dessus, on a des données là-dessus, on a fait 1 sur 3 000, maintenant on a sorti sur 10 000, on a publié un papier sur 10 000 personnes en ambulatoire. Vous savez, je sais pas ce qu'on peut faire de plus, avec une mortalité de 0,1% quand même. C'est la mortalité la plus basse au monde. Hein, donc vous avez pour vous, le plus haut niveau de preuve d'un point de vue scientifique, parce que vous avez acquis la certitude. Oui, le plus haut niveau d'observation, si vous voulez. Après, il faut prendre garde, parce que les méthodologistes, si vous voulez, ils adorent torturer les chiffres pour leur faire dire ce qu'ils veulent. Alors, il y en a qui modifient en fonction de ceci, cela, il y en a qui... nous, on regarde juste, voilà, regardez, et chaque fois que quelqu'un meurt, on regarde ce qui s'est passé, pourquoi il est mort, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est quelqu'un qui tombait dans un groupe à risque qui a été pris trop tard, ce qui est généralement le cas, hein. Soit c'est une cause qui est inconnue, auquel cas on travaille avec le meilleur généticien des maladies infectieuses, qui est Jean-Laurent Casanova, en lui envoyant des prélèvements, et on a fait des papiers auxquels on a participé avec lui, et on continue, quand il y a quelque chose qu'on comprend pas, on travaille, il a un programme de recherche, on lui envoie des cellules pour qu'il regarde génétiquement ce que ça veut dire, et il a trouvé des spécificités génétiques, ou des spécificités dans la réponse interféron, qui expliquent pourquoi des gens dont on ne pouvait pas prévoir qui ne faisaient pas partie du groupe à risque, qui le ferait une forme grave ou qui mourrait. Donc il y a quelques cas, ça représente une très faible proportion, mais il y a quelques cas. Et encore une fois, on a tous les outils, quand les choses marchent pas, pour regarder les séquences, pour regarder ce qui se passe. Et donc on a tous les outils. On a toute la veille, on fait nous ce qu'on appelle la messe des morts, c'est-à-dire on regarde toutes les semaines qui est mort, de quoi ils sont morts, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils ont été surinfectés, ce qu'ils font. Donc on a une saisie des données qui est unique au monde là-dessus. Unique au monde, personne n'a ça. Donc bien sûr que nos certitudes sont beaucoup plus tranchées et que on change moins souvent d'observation que les autres, parce que simplement les choses qui sont basées sur les choses que nous avons. Donc celles que nous avons, on sait qu'elles sont vraies. Donc vous agrégez des données observées et du coup ça vous donne une forme de certitude ou de plus grande certitude. Est-ce que vous avez fait la même chose pour les vaccins? En fait, pour revenir un petit peu, il y a
il y a un moment, au mois de juillet, vous avez fait un tweet en disant que vous prenez la poche systématique des vaccins pour le personnel soignant. Ça a un peu pris de court certains observateurs et certaines personnes. Ça a même déçu, on va dire, certaines personnes parce qu'ils se disaient, tiens, on avait quelqu'un qui prenait les traitements précoces. Et est-ce que vous avez vous avez atteint le même degré de certitude pour la vaccination? Non, mais la vaccination, après, là aussi, j'ai écrit un livre sur le vaccin que je vous recommande, qui a été réédité avec une mise à jour sur le Covid-19. Moi, je suis ni pour ni contre les vaccins. Moi, je suis juste un homme pragmatique. Je suis tout le truc, je suis juste pragmatique. Je suis un empiriste pragmatique. Donc, globalement, quand on a un vaccin dont on n'a pas eu le temps de mesurer, ni à moyen terme, ni dans différentes situations, c'est-à-dire avec des virus différents, totalement l'efficacité, dont on n'a pas eu le temps de mesurer, les effets indésirables rares. Les vaccins, il y a deux raisons d'indiquer les vaccins. Soit parce que on a mesuré, on a pesé le bénéfice et le risque pour quelqu'un, et que c'est en faveur du bénéfice. Soit parce que on espère, avec cette stratégie vaccinale, que là, on va contrôler une épidémie. Voilà. Donc, il y a des épidémies qui sont contrôlables. La rougeole, en partie, si on fait attention, je pense qu'il faut ajuster les souches de la rougeole. Mais la varicelle, par exemple, on vaccine pas du tout pour la varicelle, je sais pas pourquoi, il y a plusieurs centaines de milliers de cas, ça fait 20 ans qu'on vaccine aux États-Unis. Moi, je pense qu'il faut, j'ai fait vacciner mes petits-enfants. Le papillomavirus qui donne 3 cancers chez l'homme et 3 cancers chez la femme, je sais pas pourquoi, c'est juste maintenant, depuis un mois, qu'on fait le vaccin chez l'homme, comme si c'était les femmes qui faisaient vacciner, on sait pas pourquoi, c'est juste de l'ignorance, hein. C'est parce qu'on a découvert qu'il y avait des cancers de la femme avant, et que ça, l'intellect a mis du temps à s'ajuster, plus de 10 ans à s'ajuster quand même. C'est un peu terrifiant. Donc, il y a, pour le bénéfice individuel, il est clair que chez les gens qui risquent de mourir s'ils attrapent cette maladie, il y a un bénéfice individuel qui est ce qu'il est. Ce bénéfice individuel, il faut bien le calculer, c'est le produit, la multiplication entre l'incidence et le risque dans cette population-là. Et donc, c'est ça la protection. La protection, c'est pas si j'ai une maladie, voilà le pourcentage de ceux qui meurent. La protection, c'est pas ça. C'est la multiplication du risque si vous êtes malade par l'incidence de la maladie. Je sais pas si c'est clair. Bien sûr, plus la maladie est rare, plus le bénéfice va être faible, c'est évident. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'il y a 2 types de risques. Il y a un risque d'attraper la maladie et il y a un risque d'avoir, si on a la maladie, une forme grave. Et donc, le bénéfice, il est lié soit au risque d'attraper la maladie, soit au risque de faire une forme grave. Il est clair que le personnel de soins a un risque d'attraper la maladie qui est beaucoup plus important que les autres. Exposition. 3 à 4 fois. Voilà. Et les gens donc ils ont 3 à 4 fois plus de chances d'attraper la maladie. Je ne sais pas s'ils ont plus de chances de la transmettre ou pas. C'est possible. En tout cas, il y a eu des épidémies liées à ça. Nous, on a une épidémie dans un EHPAD absolument épouvantable parce qu'il y a une infirmière qui est revenue avec ça. Maintenant, est-ce que le vaccin empêche le portage? Non. Donc, c'est une mesure qui est difficile à faire, mais c'est une mesure qui n'est pas déraisonnable. C'est-à-dire qu'il y a une surexposition. Les gens qui sont surexposés, qu'on dise, écoutez, vous devez vous vacciner en priorité, c'est une chose. Et puis les gens qui ont un risque, même s'ils ne sont pas surexposés, de faire une forme mortelle, c'est raisonnable de les vacciner. Donc moi, j'essaie d'être raisonnable. Je ne suis pas pour ou contre, j'essaie d'être raisonnable. Après, la gestion d'une épidémie, c'est une autre chose. Et moi, j'étais un observateur. Je suis toujours d'accord avec moi. J'avais dit, parce que j'aime beaucoup Pagnol, dans C'est dans Fanny, qui lui dit laisse un peu mesurer les autres. Et donc j'avais dit ça au départ parce que je vois bien qu'en quelques mois on peut pas évaluer l'efficacité d'un vaccin sur moyen long terme, mais on peut pas évaluer sa dangerosité. On peut pas évaluer la dangerosité sur les effets rares. On peut voir les effets fréquents, mais pas les effets rares. Moi, c'est pas ma faute. Quand même, sur les 4 vaccins qui étaient autorisés en France, il y en a 3 qui ne le sont plus quand même. Hein. Donc c'est bien qu'il existait des problèmes que l'on verrait au fur et à mesure,
quant au contrôle de l'épidémie, moi je vous assure, il suffit de regarder le site du Johns Hopkins pour voir qu'il n'y a pas vraiment de contrôle d'épidémie dans les pays qui ont été survaccinés, on le sait bien. Même si les gens qui font fact-check tous les jours, ils disent non, c'est pas arrivé, on dirait les gens qui tombent du 32e étage en disant so far so good, so far so good, so far so good. Si enfin, quand même, les pays qui ont le plus vacciné au départ, ils ont tous eu des épidémies après la vaccination, quand même. Donc, il n'y a pas de contrôle de l'épidémie pour de multiples raisons, probablement les variants, probablement parce qu'on sous-estime beaucoup le côté zoonotique de ces virus, c'est-à-dire que ces virus vont chez les animaux. On ne sait pas quand ils reviennent. Les visons ont été un problème terrible qui a été très dont les gens n'ont pas voulu parler. Mais ceux qui a le plus tué, c'est le virus des visons, hein, en France. C'est celui-là, ce qu'on appelle le Marseille 4, il vient des visons. Hein. Donc comment on fait ça pour faire les allers-retours? Il y a des gens qui vaccinent tous les visons maintenant en Finlande. Aux États-Unis, ils vaccinent tous les animaux des zoos parce que le nombre d'animaux qui sont sensibles à ça, c'est considérable. Nous, on a publié le premier cas d'infection d'un chien. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut vacciner les chiens aussi. Comment on fait pour arrêter une épidémie quand c'est une zoonose? Comment on fait? C'est extrêmement difficile. Donc, moi, je veux pas décevoir les uns les autres, mais c'est ce que je dis. Cette épidémie, heureusement, je pense qu'elle va s'atténuer par elle-même, c'est ce qu'elle est en train de faire, mais l'idée qu'on va pouvoir contrôler ça, nous maintenant on en est, vous verrez notre tableau, on en est tous les jours quand on regarde, on a plus de cas vaccinés que non vaccinés dans les positifs. Hein. Donc simplement parce que la proportion, il y a un papier qui vient d'analyser ce qui se passe au Canada, où ils disent voilà, au Canada, en moins de 20 ans, vous avez une majorité de non vaccinés. Plus de 20 ans, vous avez une majorité de vaccinés dans les positifs actuels, parce qu'il y a beaucoup de gens vaccinés, et donc ceux qui sont positifs, ils sont statistiquement plus souvent vaccinés. Si on revient donc quand même aux bénéfices, il y en avait 3 qui étaient, on va dire, les mérites produits étaient qu'ils étaient efficaces à 95% contre le coronavirus, qu'ils empêchaient la transmission et qu'ils empêchaient les formes graves. Quelque part, on vous a vu entendre dire on vous a entendu dire dans les vidéos et dans vos observations que déjà l'efficacité était moindre, que la transmission on ne savait pas, et aujourd'hui subsiste, on va dire, cette protection éventuelle contre les formes graves. Vous avez quelque chose de spécifique à dire sur cet élément en termes observationnels? Nous, c'est ce qu'on a regardé, on l'a dit d'ailleurs, on a comparé. Encore une fois, c'est difficile de voir à la louche comme ça, et puis encore une fois, je trouve que la littérature et la communication sont biaisées à un tel point que c'est très difficile à analyser. Nous, sur la première analyse qu'on a faite, qui était un papier qui était en cours de révision, sur je crois 1500 personnes qui étaient vaccinées infectées, on voyait une petite différence dans la gravité entre les vaccinés et les non vaccinés. J'en voyais ça. Quand on avait ajusté avec l'âge, quand même le facteur de risque le plus important. Hein. Là, on va voir maintenant comment ça se passe, parce que les virus continuent à changer, la proportion des gens vaccinés infectés est plus importante, on verra comment ça se passe. Si moi, c'est ce que je souhaite, c'est ce nous on avait évalué, je suis toujours à peu près d'accord avec ça, c'est-à-dire que il y avait un taux de protection qui est de l'ordre de 50%, c'est-à-dire qu'on a 50% de moins de chances de faire une infection quand on est vacciné que quand on n'est pas vacciné. C'est pas 95% comme ce qui avait été vendu. En tout cas, pas sur le terrain réel. Sur le terrain réel, pour moi, c'est 50%. C'est comme la consommation des voitures. Oui, quand on voulait vendre, elles font 6%. Non, mais on le voit sortir, y compris sur les données officielles. Après, il faut faire attention de ne pas se laisser leurrer, parce que le grand truc sur lequel il y a eu beaucoup de manipulation, c'est une injection ou pas d'injection, ou 2 injections. Donc, en fonction de l'intérêt que les uns et les autres ont, ils disent on prend tous les vaccinés ou on prend que ceux qui ont 2 injections, et une injection, on les fait disparaître. Alors, on compare les pas de vaccination du tout avec les 2 injections, mais c'est tricher. Il faut mettre les 3. Faut mettre toutes les données. Mais il y a des cas, y compris des cas infectés avec 3 injections. Il y a des gens, donc ça c'est réel. Bien sûr, ça représente les gens qui meurent avec 3 et qui ont eu 3 injections vaccinales, c'est ceux qui représentent des groupes très très à risque. Ça existe aussi. Donc, si vous voulez, c'est pas. Moi, j'ai toujours dit, je n'aime pas avoir les positions passionnelles. Si vous voulez, c'est un outil qui fait partie de la lutte contre la maladie. Il faut pas en faire ni le diable ni le bon Dieu, parce que c'est pas vrai. Voilà, c'est pas une baguette magique. Donc, il faut pas devenir fou avec cette affaire-là. D'une part, et d'autre part, c'est pas rien. D'ailleurs, on le voit. L'association, finalement, c'est
le truc qui a le mieux marché dans les, je trouve, hein, dans les mesures sociales, c'est que pendant la première partie de l'épidémie, jusqu'à 2021, 50% des morts étaient dans les EHPAD. Et donc je suis certain que l'erreur qui a été faite, c'est pas de se concentrer sur la population à risque, mais de dire c'est tout le monde et a le même risque, parce que c'est pas vrai. Voilà, donc c'est ça. Et je crois qu'en Suède, c'était la moitié des morts avaient plus de 85 ans. Donc c'était vraiment les très âgés. Et chez nous, il y avait une surmortalité chez plus de 85 ans qui était absolument considérable. Et donc maintenant, cette partie-là a disparu. D'accord? Donc depuis 2020, en particulier depuis la période qu'on a, nous, des données de l'INSEE, hein, entre juin et maintenant, eh bien, on voit qu'au contraire, les plus de 85 ans ont une mortalité plus faible que la moyenne générale. Donc c'est très intéressant. Et ça, on a regardé, on a pensé que ça pouvait être un effet moisson, c'est possible qu'il y ait une participation à ça. Mais surtout, je pense que, même s'il y a eu quelques épidémies dans les EHPAD, ça n'a rien à voir avec l'épidémie de 2020 qui a été absolument atroce. Parce que vous balanciez ça dans une population de gens qui ont entre 75 et 100 ans, c'est terrible. Il y avait 28% de mortalité quand il y avait l'infection dans les EHPAD. Hein. C'est terrible. Hein. Il y a plus de mortalité dans les EHPAD que dans les réa. Enfin, c'était monstrueux ce qui s'est passé. Et donc, quand même, les EHPAD, peut-être avec le vaccin, sans doute un peu, mais avec les vaccins chez les très âgés, ça marche un peu moins, mais aussi avec les contrôles, avec les PCR des gens qui viennent, avec la vaccination des gens qui vont là-bas, peut-être que ça diminue une partie au moins. Ça fait que quand même on n'a pas ce massacre dans les EHPAD qu'on a vu en 2020. 2020, ça a été un jeu de massacre des EHPAD dans tous les pays développés. Si jamais je peux me permettre de revenir juste sur la partie risque des vaccins. Tout à l'heure, vous avez parlé des effets indésirables. Il y a eu beaucoup on va dire, un certain nombre de professeurs aux États-Unis, même en France, Montagnier, McCullough, qui ont parlé des effets indésirables graves et qui étaient pour eux substantiels. On vous a jamais entendu en parler ou même adresser la potentielle toxicité de la protéine spike ou de... Ah non, vous vous trompez. Moi, j'ai été le premier en France à dire qu'il ne fallait plus faire le vaccin AstraZeneca chez les femmes de moins de 50 ans. Le premier. Parce qu'on a vu ça assez tôt, y compris malheureusement ici, des thromboses chez les femmes jeunes, qui sont des thromboses des veines du cerveau, avec des conséquences soit effectivement de perte de la vision, soit avec des morts, soit avec des troubles neurologiques sévères. Et ça, c'était les premiers qu'on ait vus, probablement parce que c'était ceux qui étaient les plus prescrits, c'était AstraZeneca. Il s'est passé la même chose avec Janssen. Donc nous, on a dit ça très tôt, ce qui n'a pas été repris immédiatement par les autorités ici. Il faut voir qu'en Angleterre, ils ont cessé de recommander les vaccinations en dessous de 50 ans, avant que nous, on dise qu'il fallait pas le faire, alors que c'était leur vaccin à eux. Hein. Donc maintenant, ça n'est plus autorisé quand même. Hein. Donc il y a quand même les premiers qui est signalé. Ça, c'est nous. Hein. Donc ça, on le savait, on l'a vu, les thromboses. On l'a vu assez tôt parce qu'on travaille ici beaucoup. Il y a une professeure d'hématologie spécialisée dans la coagulation qui travaille avec nous, qui est une des raisons pour lesquelles on a traité très tôt les gens qui avaient fait Covid, on a traité très tôt avec des anticoagulants, ce qui a évité une des complications, une cause de mort, qui sont les embolies pulmonaires. Et donc, pour les vaccinations, on a vu la même chose. Et elle se posait, la question, sans qu'il y ait d'évidence, en disant, mais écoute, on voit la même chose avec un certain nombre de gens qui sont vaccinés, on voit la même chose que ce qu'on a vu dans le Covid. Donc, il y a quelque chose qui doit être commun dans la physiopathologie. Moi, comme je vous ai dit, la physiopathologie, c'est pas mon domaine. Hein. Moi, je sais pas faire de déduction à partir de ça. Mais l'observation, ça oui, nous on l'a faite et on a dit arrêtez. Nous, on n'a pas eu, ici, ou du moins, on m'a pas rapporté de cas de myocardite, si vous voulez. Des péricardites, il y en a eu. Hein. Des myocardites mortels, si vous voulez, avec les vaccins ARN. Ici, moi, j'ai pas vu ça. C'est arrivé d'Israël. Hein. La première information est arrivée d'Israël en disant, écoutez, on a plein de myocardites et de péricardites, dont certaines mortelles. En particulier, au départ, ils disaient c'est plutôt les hommes jeunes. Donc cette information-là, moi, je l'ai pas vue. L'information sur AstraZeneca, on l'a vue. Hein. Donc l'autre, ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait eu ici un certain nombre de réticences, comme c'était quelqu'un qui était dans la pratique de soins, qui a eu une certaine résistance à Marseille sur la vaccination des femmes jeunes, si vous voulez, quand c'était de l'AstraZeneca, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait eu un accident avec ça, quand même, hein, dans le personnel de soins. Hein. Donc, dans votre approche empirique, en fait, vous regardez ce qui se passe ici, quand vous pouvez en déduire des informations, vous les donnez,
vous regardez un peu ce qui se passe ailleurs, mais en fait, vous regardez ça avec un peu de circonspection parce que c'est pas vos données. Moi, je crois que si vous voulez, le degré de mensonge et de tricherie dans cette maladie a atteint un niveau. Je me doute qu'il était pareil avant, parce que après, des gens qui ont travaillé là-dessus, il y en a eu beaucoup, hein. Mais là, il a atteint un niveau que je n'avais jamais vu. Voilà, j'avais jamais vu ça. Là, on a vu un niveau de tricherie et de folie dans la communication, qui est absolument inouï. Enfin, aux États, moi j'ai vu ça, je lis ça parce que ça m'amuse. Donc aux États-Unis, ils ont dit pour l'ivermectine que c'était un médicament pour les animaux. Enfin, je sais pas. Au Sénégal, pas avec du Sénégal, ils font une prescription d'ivermectine une fois par an pour déparasiter tous les gosses. Ça marche très bien d'ailleurs, tous les gosses. Et donc aux États-Unis, ils ont dit non, c'est un médicament qu'on donne aux vaches, et donc vous allez bouffer des doses qui sont mortelles pour l'homme ou qui sont pas connues pour l'homme. C'est le truc, comme pour la chloroquine, le premier truc qui avait été répété ici par les plus hautes autorités, c'est qu'il y avait un type qui avait bouffé le truc de son aquarium ou de je sais pas quoi. Alors il avait bouffé des doses toxiques, il dit regardez comme c'est toxique, il a mangé le truc pour décontaminer son aquarium. Donc si vous voulez, j'ai jamais vu un niveau pareil de folie sur la communication. Et je vous dis, pourtant c'est connu depuis longtemps. Hein. Moi, je connaissais pas bien la bibliographie, mais vous voyez, hein, ça c'est de la bibliographie là-dessus. Lui, c'était Cassirer. Il a été rédacteur en chef du New England pendant 8 ans. À l'époque où le New England était très sérieux. Et il explique comment ça va partir complètement. Vous voyez, d'accord. Comme la main dans le sac. La main dans le sac. Ouais. Et lui c'est un type qui est très bien, qui s'appelle Rodwin, qui a écrit un truc qui s'appelle Médecine, Money and Morals, et qui a fait un livre plus récent dans lequel il parle des États-Unis, de la France, parce qu'il a passé un an en sabbatique en France, il aime beaucoup la France et le Japon, et dans lequel il explique que la France est le pays dans lequel on comprend le moins ce que sont les conflits d'intérêts. On fait comme si les conflits d'intérêts n'existaient pas, c'est-à-dire que vous pouviez recevoir énormément d'argent de quelqu'un et être neutre vis-à-vis du fait qu'il vous ait donné de l'argent ou pas, ce qui est pas possible. Enfin, c'est une ignorance. Enfin, on fait semblant d'ignorer la nature humaine. Justement, pour parler un petit peu de ce point-là, la semaine dernière, quand vous êtes allé donc à Bordeaux, on vous a entendu parler du fait que le président Macron vous a donné une mission sur le repositionnement des molécules. Il m'a pas donné une mission, il m'a demandé mon avis. Il vous a demandé votre avis. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, puisque quelque part, si jamais vous avez un lien direct, est-ce que c'est pour évacuer un peu ces problèmes de conflit d'intérêts, pour... Je sais pas, là, les conflits d'intérêts sont arrivés à un point, je sais pas, encore une fois, moi, vous savez, le pourquoi des choses, c'est compliqué, et puis tant qu'on connaît pas le vrai dessous des cartes, on ne sait jamais, hein. On peut, chacun, en fonction de sa manière de penser, a une orientation. Nous, ça faisait partie, vous parlez de projet IHU, nous, dès le départ, sur le projet IHU, on avait dit, les conflits d'intérêts sont un problème majeur, il faudra faire très attention, et finalement, on a décidé qu'on ne ferait aucun essai thérapeutique avec l'industrie. 0. Il n'y a pas de visite médicale ici, c'est interdit, d'accord. On fait pas copain. Après, peut-être qu'ils le font dehors, j'en sais rien. Mais globalement, on a décidé qu'on faisait pas ça parce que on est très lucide sur ce que sont les conflits d'intérêts. Donc on le fait pas. Maintenant, il est possible que le déchaînement qu'il y a eu, qui est incompréhensible, on n'arrive pas à comprendre si c'est du vrai conflit d'intérêts, c'est-à-dire des gens, parce qu'il y a trop de gens qui ont des conflits d'intérêts dans ce monde avec les molécules nouvelles, qui empêchent l'utilisation de molécules plus anciennes. Si c'est un modèle intellectuel de progressistes, de gens qui disent non, c'est pas possible que des vieux médicaments soient aussi fonctionnels que des nouveaux médicaments. Et je pense que surtout ça correspond à il y a une fin de phase, il y en a plusieurs, une fin de phase, mais il y en a une de fin qui est qui à mon sens est extrêmement importante, qui est que notre modèle de développement depuis un peu plus de 100 ans est basé sur la découverte. Mais pour la chimie, on a un capital, et donc pour la découverte, on fait des brevets, ces brevets ont une espérance de vie de 20 ans, et donc quand ils ont passé 20 ans, ils rapportent plus rien. Mais pour la chimie, en réalité, les molécules sont éternelles. Donc on peut pas dire une fois qu'on a découvert une molécule, c'est terminé. C'est pas des iPhones, c'est éternel.
La quinine, ça existe, ça a été découvert au XVIIe siècle, enfin, par nous, au XVIIe siècle. L'artésinine qui a sauvé tellement de gens du paludisme, les Chinois utilisent des infusions de ça depuis 2000 ans. D'accord. Donc, bien sûr, les antibiotiques, c'est pas nous qui les avons inventés. C'est existé bien avant nous et les humains auront disparu de la Terre, qu'il y aura toujours les antibiotiques sécrétés par toutes les bestioles possibles. Donc, ce modèle économique que nous avons de l'obsolescence est un modèle qui ne marche pas pour les molécules. Pas du tout. Ça marche pour les iPhones, mais pas pour les molécules. Ça marche pour la technologie. Moi, ce que vous regardez chez moi, là, j'ai des outils qui ont un niveau technologique qui est unique au monde. Moi, j'adore la technologie. C'est pour ça qu'on a un niveau technologique extraordinaire. Dans les molécules, on a accumulé un tel capital de connaissances dans les molécules, et en particulier de leur toxicité. Là aussi, c'est pourquoi, moi, ça fait 7 ans que je dis à tous mes collègues, il faut prendre la stratégie des Chinois, c'est-à-dire, et c'est ce qui n'a pas marché, ce qui est incroyable, c'est de dire, écoutez, on prend toutes les drogues qui ont l'équivalent de l'AMM, c'est-à-dire toutes les drogues qui sont considérées comme étant utilisables par la FDA, et on les teste. Et donc, quand les gens sont excités à tort, à mon avis, sur la résistance aux antibiotiques, nous, on a testé plein de molécules dont on s'est rendu compte que c'est des antibiotiques faramineux, dont l'AZT, qui marche sur toutes les bacilles à grade négatif qui sont résistantes aux antibiotiques et dont on connaît l'absence totale de toxicité qui coûte rien. Mais comment nous, on connaît bien, j'ai déjà dit, le meilleur traitement pour les poux, c'est l'ivermectine. Vous prenez une fois l'ivermectine et puis les poux sont morts. Mais qui c'est qui va le demander, ça? Alors, c'est pas Merck qui va le demander, ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Vous allez avoir en hostilité tous les gens qui vendent des trucs contre les poux, vous n'arriverez pas à faire passer un truc pareil. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous? Il faudrait donner un nouveau brevet pour une nouvelle AMM? Il faudrait exactement. Moi, j'ai écrit ça il y a bien longtemps, enfin, il y a une dizaine d'années à l'époque où j'écrivais les chroniques dans Le Point, en disant on a un problème de modèle économique. On vit dans un monde, qu'est-ce qu'il est? C'est le monde capitaliste, c'est comme ça. On va pas changer, on n'en connaît pas d'autres. Ça veut dire qu'il faut que les gens gagnent de l'argent avec ça. Donc, pour gagner de l'argent avec ça, il y a qu'à faire comme avec les téléphones, on fait un appel d'offres et puis on donne à quelqu'un 5 ans, 10 ans l'exploitation de cette molécule avec un cahier des charges en disant il faut qu'elle soit disponible, que vous alimentiez les pharmacies, que vous fassiez les études nécessaires et puis voilà. Et on vous le paiera à un prix normal. Or, ce qu'on fait, c'est l'inverse, c'est tous les ans, le ministère de la Santé essaie de diminuer le prix des molécules génériques, d'accord ? Mais en revanche, si vous arrivez avec un traitement avec 1 000 € par jour, on va vous le prendre, si vous arrivez à faire croire que ça marche mieux. Mais le même qui marche très bien et qui est complètement atoxique. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que les gens sont à vous dire que les produits qui sont prescrits à des milliards de doses sont toxiques. Mais c'est délirant. Et donc, on est arrivé à une situation qui est délirante parce que si on ouvre la porte, ce qui est en train de se faire, de toute manière, vous avez vu en Allemagne, il y a un médicament psychiatrique qui est maintenant reconnu comme étant thérapeutique. Il y a des gens qui ont fait un très beau papier, d'ailleurs, qui étaient gênés, on les a contactés, ils ont fait un très beau papier pour tester même principe, toutes les molécules FDA. Ils se sont rendus compte que le groupe les plus actifs, c'est les antipaludéens, dont la chloroquine, dont ils n'ont pas parlé, c'est dans les supplémentaires méthodes parce que c'est maudit. Et puis, tous les neuroleptiques, où il y a des neuroleptiques de base, l'haloperidol marche extrêmement bien dessus. Donc, à un moment, on ne pourra pas faire autrement que de dire, écoutez, il faut trouver un modèle économique pour l'utilisation de molécules éternelles, comme médicaments. Voilà. Et donc, c'est un problème qu'il va bien falloir résoudre. Parce que de toute manière, là, cette crise, ce qu'elle révèle, c'est que vous êtes capable d'autoriser le remdesivir, qui est un médicament qui est toxique et cher, dont on a acheté pour 1 milliard et dont il n'y a aucune étude qui a montré que ça servait à quelque chose, et lui donner une AMM, et on est capable d'interdire l'AMM à l'hydroxychloroquine. Enfin, c'est délirant. En plus, si vous reprenez, moi j'ai repris les 4 analyses françaises en dehors des nôtres sur l'hydroxychloroquine. Si vous le reprenez en étant neutre, sans tricher, les gens disent c'est pas significatif. Bien, c'est pas significatif, ça a été interrompu le jour du Lancetgate. Mais si vous regardez les chiffres et que vous faites ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire on les regarde les 4 à la fois, elles sont toutes en faveur de l'hydroxychloroquine. Donc c'est un mensonge, c'est pas vrai. Donc il y a un vrai problème. Et puis après, une fois que les gens se sont trompés, c'est pour les faire revenir sur ce qu'ils ont dit, c'est terrible.
Justement, pour finir cet entretien, on va dire, parlons un petit peu de la sortie de crise. Vous venez de dire, ces gens, encore une fois, qui sont trompés, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, pour réconcilier ces deux clans qui s'opposent quelque part, ce qu'on appelle les médecins des plateaux de télévision, ceux qui vous traitent de charlatans? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous les accueillir ici, faire un symposium, un débat, un argument d'autorité? Il faut que quelqu'un tranche. D'abord, c'est le temps. Ensuite, quoi qu'il arrive, quel que soit le président, il y aura un autre gouvernement, et donc on aura des gens, on aura d'autres gens. Là, le niveau scientifique que l'on a actuellement dans ce pays est terrifiant. Donc il faudra bien que ça reparte. Moi, j'ai jamais vu, c'est la première fois d'ailleurs que je suis aussi maltraité par un ministre de la Recherche de ma vie. Enfin, donc le bon sens va devoir reprendre un peu son cours de l'histoire. Puis il faut faire attention au casting là maintenant. Si vous voulez, on peut pas. Il faut faire attention au casting. Il suffit pas que quelqu'un ait fait été une fois dans une position. Il faut regarder si dans cette position il fait partie des gens qui sont bons quand même. Donc il faut faire du casting. Là, il faut vraiment faire du casting. Donc je pense que les choses sont faites d'une manière tellement surprenante aux dernières élections avec quelqu'un qui a été élu, qui n'avait pas vraiment de parti, son réservoir a été limité. Ensuite, le ministre de la Santé qu'il avait nommé, Agnès Buzyn, elle a eu des problèmes, et en particulier des problèmes qui étaient en partie liés à des problèmes personnels, où elle n'a pas réussi à faire, mais c'est vrai que sur le papier, au moins, elle était digne, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui avait une épreuve de titre, qui avait eu des fonctions importantes, qui avait, etc. Mais là, il faut faire attention, c'est-à-dire pas mettre à la recherche des gens qui aiment pas la recherche, pas mettre dans la santé des gens qui n'ont pas d'expérience ou qui n'ont pas une expérience politique telle qui leur permette d'avoir, en particulier, de faire attention à ces éléments. Je pense que on ne pourra pas éviter d'avoir une réflexion sur les conflits d'intérêts dans ce pays quand même. À un moment, on ne pourra pas éviter de ne pas avoir une réflexion sur la nomination des directions, si vous voulez, qui cessent d'être du copinage pour reparler de performance et d'objectifs. Donc moi, je trouve que ce pays est fatigué. Il faut revenir à un moment où on va prendre des gens qui sont très bons pour faire les choses, quoi. C'est pas, il y a des arguments là actuellement. Moi, je suis confronté à des arguments d'autorité, c'est-à-dire qui sont parce que je suis là, c'est moi qui décide. Mais attendez, on décide pas contre l'intelligence, on peut pas faire ça. On le fait pas. Donc il s'agit pas de taper sur la table, il suffit pas de dire moi je suis ceci ou moi je suis cela. Pour nous mettre dans des situations qui soient très difficiles. Moi, je me souviens, j'étais très embêté parce que quand j'ai fait mon livre sur les vaccins, je ne savais pas que Madame Buzyn allait rendre obligatoire un certain nombre de vaccins. Moi, je suis comme les Anglais. Les Anglais sont contre l'obligation vaccinale, ils sont pour la conviction. Je pense que c'est plus utile. Il vaut mieux convaincre les gens plutôt que les obliger. Quand on les oblige, de toute manière, au bout d'un moment, ils échappent à l'obligation d'une manière ou d'une autre. C'est ce que je pense. Hein. Mais quand j'ai écrit mon livre, je savais pas du tout qu'elle allait prendre cette décision. J'étais très embêté. Je me rappelle, j'étais sur un plateau télé, où, je sais pas s'il faisait exprès ou pas, parce que c'est possible, parce qu'il est malicieux, en me disant, mais enfin, le directeur de l'INSERM a dit ça, il a dit que c'était très bien de faire ça. C'est gênant de dire, le directeur de l'INSERM, c'est le mari il approuve comme directeur de l'INSERM ce que dit sa femme comme ministre de la Santé, quand même. C'est gênant, quoi. Ouais, j'ai pas voulu répondre, d'ailleurs, je veux pas répondre à ça. Maintenant, je peux le dire parce que les temps sont passés. Mais ça se fait pas. Voilà, on fait pas ça. Faut pas le faire. Donc il y a des mœurs de temps en temps dans ce pays qui ne sont pas raisonnables. Voilà. Donc il y a des mœurs, en particulier la notion de conflit d'intérêts. Vous vous rendez compte qu'on en était à dire en même temps les députés ne peuvent pas prendre comme attachés parlementaires leurs femmes, mais le directeur de l'INSERM peut dire ma femme a raison de dire que il faut que les vaccins soient obligatoires. Enfin quand même, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Donc il faut revenir à quelque chose qui soit raisonnable. Il faut prendre des gens très bons si on peut, des gens qui soient compétents, leur donner des objectifs. Et c'est pas, je crois pas qu'on pourra empêcher ça, mais au moins il faut pondérer, si vous voulez, les arguments d'autorité, parce que quelqu'un a été nommé quelque part, il s'imagine qu'il peut vous déterminer. Enfin, la recherche n'est pas la courroie, les instituts de recherche, et en particulier les IHU, ça n'est pas la courroie de transmission des opinions du gouvernement. C'est autonome des opinions du gouvernement. Moi, je n'ai pas l'habitude de prendre position contre les lois. Je suis un fonctionnaire, sinon je ferai de la politique.
Donc les lois sont ce qu'elles sont. Une fois qu'elles sont passées, ben, je dis, écoutez, moi je trouve que c'est raisonnable, que c'est pas raisonnable, mais moi je ne suis pas un homme politique pour pouvoir, ou un journaliste pour dire, écoutez, voilà, non, cette loi c'est crapuleux, je le fais pas. Mais en même temps, je ne vais pas dire, écoutez, je trouve que cette loi est merveilleuse quand je ne pense pas. Puis c'est pas à moi à le dire de toute manière. La loi, ça devrait être l'affaire du deuxième pouvoir. Le deuxième pouvoir, je sais pas ce qu'il fait comme rôle, mais en tout cas, théoriquement, c'est son rôle. Hein. Si on peut terminer, donc vous avez été reconduit à la tête de l'IHU, je crois jusqu'en septembre 2022. Vous allez être candidat à votre propre succession? Oh, écoutez, non. Honnêtement, ça se passe pas comme ça. Mais je pense que c'est à peu près comme personne ne lit les statuts, si vous voulez, personne ne sait ce qui se passe, donc ça se passe pas comme ça. En réalité, à la différence de ce qui se passe dans maintenant dans les instituts de recherche, le directeur est nommé par le président ou la présidente de la fondation et une fois qu'il est nommé tant qu'elle le laisse nommer. Donc dans les statuts qui ont été publiés, il n'y a pas de date limite à ça. Ni l'âge, ni le temps. C'est comme ça. C'est tant que la présidente, elle, ou le président est réélu régulièrement, et le président décide de qui est son directeur ou de qui est sa directrice. Il le présente pour avis consultatif à son conseil d'administration sur des modes de choix qui ne sont pas précisés. Voilà, ça, c'est les statuts. Après, pour changer les statuts, il faut changer, ça c'est dans le journal officiel, hein. Ça c'est quelque chose. Ça se fait pas parce que quelqu'un a un caprice, hein. Donc il y a beaucoup, je trouve que dans ce pays, j'espère que ça changera, qu'il y a beaucoup trop de gens capricieux. Elles s'imaginent que, attendez, moi je tape sur la table, il faut que vous fassiez ça. Mais quand on me dit ça, quelqu'un comme moi, c'est pas sûr que je le fasse, hein, quand même. Hein. Donc il y a la loi, tant mieux. Moi je trouve que la justice a été très raisonnable jusqu'à maintenant. J'espère qu'elle continuera à l'être. Vous savez. Et donc on verra. La loi, c'est la loi. La justice, c'est la justice. Bien sûr, c'est un contre-pouvoir. Je crois ça. Je crois que c'est un contre-pouvoir. Ça donne pas son avis. Ça applique la loi telle qu'elle est. Voilà. Et moi, je trouve que c'est très bien parce que la loi, moi, j'ai plus de facilité avec les juristes qu'avec les politiques ou les hommes ou les journalistes. Je m'excuse parce que les juristes prennent le temps. Ils regardent les choses. Ils lisent, d'accord ? Beaucoup de journalistes ne lisent jamais. Beaucoup d'hommes politiques ne lisent jamais. Ils regardent les fiches qu'on leur donne. Ils savent pas lire. Hein. Ils ont oublié. Même pour l'ENA, ils savent pas lire. Ils livrent des fiches. D'accord ? Tandis que les juristes, ils regardent. Dans le détail, la loi dit ça précisément. La jurisprudence, c'est l'expérience. En réalité, l'expérience des plus anciens, c'est ça. Donc moi, je m'entends avec eux. Je comprends très bien la loi, en général. Je comprends comment ça marche. Et je m'entends sur ce qu'ils disent. Je comprends bien ce qu'ils disent. Hein. Je comprends. Après, les humains sont les humains. À la fin, l'issue de ça, c'est comme dans les plaideurs. On sait jamais. C'est comme c'est les affaires humaines. Les affaires humaines, c'est les affaires humaines. Hein. Il y a une variabilité. On peut s'attendre à vous voir encore longtemps faire de la science. Je comptais partir en réalité. Je comptais abandonner les fonctions de direction en septembre de cette année-là. Mais j'avais dit et j'avais expliqué que je demanderais son avis à mon conseil scientifique. Et quand on a demandé son avis à mon conseil scientifique, ils m'ont dit « Didier, tu peux pas partir au milieu de la crise comme ça, en faisant maintenant, on va pas commencer à chercher un autre directeur et faire un truc. Faut que capitaine ne quitte pas le navire. Voilà, il faut pas le faire. » La présidente m'a dit « Non, Didier, reste là. Ça va, je l'ai fait. Mais moi, mon intention, c'était de partir en septembre de l'année dernière. » Donc c'est très bien. J'ai discuté avec ma présidente. Elle m'a dit écoute, non, on fait comme ça et puis on veut pas marcher le couteau sur la gorge parce que c'est pas des manières. On règle pas en écrivant dans Le Monde des fonctions qui sont dont les statuts ont été publiés par la République. Enfin, on fait pas ça. Même quand on est directeur d'hôpital, que c'est que ces manières. Enfin, on fait pas ça. Enfin, non, mais il y a un état de droit. Enfin, moi je crois. Et donc là, c'est pareil, je suis surpris par la lettre que m'envoyait deux ministres en disant on va voir sur les modes de sélection, tout ça, mais tout ça est écrit dans les textes. C'est la loi française. Il faudra changer la loi française pour que les choses se passent différemment de ce que le Conseil d'administration décidera. Donc, encore une fois, il faut revenir sur
faut faire attention. J'ai trouvé que l'hybris, vous savez ce qu'est l'hybris, hein, c'est la déraison qui vient, en particulier quand on a le pouvoir. C'est Agamemnon qui va voler la femme d'Achille, qui est son meilleur guerrier, qui est à la fin obligé de se rouler par terre pour que l'autre accepte de l'aider. Donc il faut pas faire ça. Hein, ou c'est David qui envoie son général se faire tuer pour lui voler sa femme. Hein. Donc il faut pas faire ça. Ça c'est l'abus de pouvoir. Donc l'idée que quand on a le pouvoir, on a tous les pouvoirs, c'est une idée de malade. Hein, et quand je vous parle de la Bible et je vous parle de l'Iliade, je vous parle quand même des livres les plus anciens de l'histoire de l'humanité. Donc les livres les plus anciens de l'histoire de l'humanité, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a marqué ça là. La roche tarpéienne est proche du Capitole. C'est pour ça que moi je porte une bague qui, pour être la bague des rockers, n'en est pas moins celle de tous les Romains qui disent memento mori, c'est-à-dire souviens-toi que tu es mortel, ne te prends pas pour un dieu, ne crois pas plus fort que ce que tu es. Donc ça, je pense que dans notre culture, on l'oublie complètement. Et donc il y a des gens qui sont nommés là pour être ministres pendant 2-3 ans, qui se prennent pour Dieu, qui croient qu'on transgresse les lois, il suffit de vouloir pour pouvoir. Mais non. On est un vieux pays qui est régulé par des lois, avec des contre-pouvoirs. Et donc, il faut fonctionner dans ce système-là il y a des choses sur lesquelles on a un certain degré de liberté, et puis d'autres sur lesquelles on n'en a pas. On vous a vu aujourd'hui, et ce sera ma dernière question, comme un dirigeant de l'IHU, un dirigeant d'entreprise presque. Derrière tout dirigeant se cache toujours le fou, on va dire, qui peut s'opposer à vous, qui vous dit non, professeur Raoult, c'est faux. C'est pas comme ça, si vous voulez. En tout cas, moi, je le vois pas comme ça. D'abord, ici, on parle beaucoup entre nous. Hein, donc, dans cet étage, il y a des gens avec qui, moi, le premier étudiant de tous que j'ai eu en DEA est toujours avec moi. C'est mon collègue Michel Drancourt. Il a commencé à travailler avec moi en 1984. Hein. Donc, il a eu le temps de s'opposer à vous. Oui, et puis les choses se passent bien. La question se pose pas. Moi, je suis plutôt à susciter la contradiction, à pousser les gens à susciter la contradiction. Vous savez, je fais un staff depuis plus de 30 ans dans lequel je demandais à tous mes internes, écoute, voilà, d'abord je suscite la contradiction, et quand on n'était pas d'accord, ou quand ils disaient quelque chose, écoute, je suis pas d'accord, mais tu présentes ça en staff, tu fais la bibliographie, et si tu me montres que c'est toi qui as raison, publiquement, je dirais que je me suis trompé et que c'est toi. Et je passe mon temps en staff à dire, vous voyez, je pensais ça, je m'étais trompé, c'était pas comme ça. Je passe mon temps à faire ça. Donc c'est pas un problème. Après, peut-être qu'il y a des gens que je terrifie, qui aient peur ou qui ont tort de le lire, mais personne n'a de fait courir le bruit à l'intérieur de cette maison que c'est un problème de me contredire. Je m'en fous complètement. La pensée, c'est une pensée dialectique, toujours. Donc, il faut qu'il y ait une opposition dans les esprits pour pouvoir avancer. Pour faire avancer la science, il faut qu'il y ait une opposition. Bien sûr. L'idée, sinon c'est plus de la science, c'est de la religion. Enfin, c'est Karl Popper. Enfin, c'est basiquement de l'épistémologie. On peut pas vivre sans contradiction. Et même le moment où la philosophie française était très 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 intéressante, c'est quand elle était effectivement nietzschéenne, c'est-à-dire qu'elle cherchait à contredire les pensées les plus originelles. Et donc, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est ce que je disais, moi, au bout d'un certain temps, ce que je voulais changer, c'est les livres. Moi, je voulais changer les livres de ce que l'on enseignait quand j'étais jeune. Non, mais c'est pas vrai. Voilà. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je ne veux pas croire ce qu'on dit. Je veux pas croire ce qu'on m'a appris. Ça m'intéresse de voir si c'est vrai. Si c'est vrai, tant pis, c'est vrai. Si c'est pas vrai, on a trouvé un filon d'or et on a inventé que, enfin, les gens ne savaient même pas qu'on pouvait avoir des virus de cette taille-là. Personne n'avait même l'idée de ça. Nous, on a cultivé plus de microbes que ce qu'on en trouve par biologie moléculaire. Les gens disent c'est impossible, on n'arrivera jamais à les cultiver. On a cultivé plus que tous les autres. Mais ça va. Au contraire, ça m'intéresse. Moi, j'ai l'esprit de contradiction, donc je le supporte très bien chez les autres. J'ai pas de problème. Ça me gêne pas du tout. Je m'en fous complètement. Ben écoutez, professeur Raoult, merci beaucoup de nous avoir donné autant de votre temps, d'avoir accueilli notre équipe ici, dans cet entretien qui était très long. Merci beaucoup. Allez, au revoir.